le balado des partenariats et de l'entrepreneuriat. À chaque épisode, partez à la rencontre des personnes créatives qui façonnent à leur façon nos campus et notre monde. Apprenez-en davantage sur l'impact concret de leur projet sur notre société, là où la diade prend tout son sens. Je me présente, Mathilde Rioux. Je suis étudiante en communication appliquée à l'Université de Sherbrooke, mais aussi stagiaire au groupe de partenaires d'affaires. Donc, pour commencer, j'aimerais remercier notre partenaire CEFAC qui nous a permis d'enregistrer nos projets dans leur magnifique studio. Puis, j'en profite aussi pour vous présenter Éric Laverdure, qui est directeur de CEFAC, mais aussi notre co-animateur aujourd'hui. Ben oui, et merci d'être là en studio et de faire profiter un peu du grand public de ce beau studio qui est le nouveau studio de CEFAC. Ben merci à toi. Ben merci. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 2 personnes étudiantes du 2e et 3e cycle. Grâce à l'Université de Sherbrooke et ses partenaires, ils ont eu la chance de vivre une expérience de travail dans le cadre de recherche partenariale. Et on est là pour en savoir plus. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos 2 invités, Sarah Raïmali et Nicolas Charette. Je vous invite à vous présenter un peu, parler un peu de vous, puis voilà. Ben voici ça, moi c'est Nicolas Charette, je suis étudiant au 2e cycle à la maîtrise en économique. J'ai fait mon bac ici à Sherbrooke. Et puis pour moi, c'est un retour aux études. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Fait que c'est un peu ma crise de la quarantaine, mon retour aux études. Hein. Il y en a qui c'est plus hardcore. Moi, c'est une crise assez softcore. Puis c'est ça, retour aux études en économique. OK, parfait. Puis Sarah? Oui, moi, je suis ergothérapeute de formation de l'Université de Sherbrooke. Puis là, j'ai continué directement à la maîtrise en gérontologie à l'Université de Sherbrooke. Puis là, je viens de commencer mon doctorat encore à l'Université de Sherbrooke. Bien, parfait. Puis, est-ce que vous pouvez un peu me décrire votre parcours, autant personnel que professionnel? Tu peux commencer, Nicolas. Je vais y aller. Ben oui, moi, c'est ça, j'ai fait mes études à McGill en psycho au début. J'ai fait mon bac en psycho. Puis, je faisais une mineure en littérature française. Okay. Et puis, comme je n'étais pas un super bon élève, j'étais un jeune homme un peu dissipé, un peu perdu. Je ne savais pas trop où je m'en allais. En psychologie, j'allais à mes cours sans trop d'intérêt. Par contre, en littérature, j'aimais beaucoup ça. Puis, j'avais des bonnes notes, puis ça m'intéressait. Puis, au terme de mon bac, la psycho, ça ne m'intéressait pas, mais j'avais rencontré quelqu'un dans un cours d'atelier, un atelier de création littéraire, puis il me dit « Hey, tu as du talent en écriture, viens faire une maîtrise avec moi. » Fait que j'étais allé faire une maîtrise avec lui, et fait que j'ai fait ma maîtrise en création littéraire avec lui. J'ai trippé. Ensuite, j'avais des dettes d'études. Évidemment. J'avais des dettes d'études et puis j'avais une maîtrise en littérature. Je voulais pas, je m'étais jamais vu comme... Je m'étais déjà dit peut-être j'enseignerais, mais c'était pas une vocation pour moi. Mais il fallait travailler. Donc j'ai été prof de français langue seconde au cégep Saint-Lambert, Collège Champlain à Saint-Lambert. Et puis, j'ai publié des livres. Fait que moi, je me disais, bon, je vais avoir une carrière d'auteur, je vais enseigner temporairement, tout ça. Mais bon, là, la réalité de ce milieu-là étant ce qu'elle est, finalement, j'ai enseigné 15 ans. Pour différentes raisons, j'ai mis l'écriture de côté. Et puis, j'avais commencé à investir à la bourse par moi-même. Et puis, je trouvais ça compliqué. Je n'étais pas très bon, je vais le dire. Puis, fait que je me suis dit, tiens, j'ai toujours été curieux. Fait que plutôt que de chercher sur Internet, tout ça, je me suis dit, je vais faire un certificat en finance. Fait que j'ai fait un certificat en finance au HEC. Adoré ça. Et puis, vient la pandémie 2020. Là, ça fait 15 ans que j'enseigne à ce moment-là. J'ai une nouvelle copine. Je me dis, elle vient étudier à Sherbrooke, à Bishop. Okay. Puis c'est la pandémie, on est en cabané, puis je peux enseigner à distance. Je me dis, bon, je vais la suivre. Puis je m'inscris à un certificat en économique. Parce que justement, pendant ce moment-là, je ne sais pas si il y en a qui investissent à la bourse ici, mais c'était bizarre parce que tout le monde disait l'économie est fermée, mais la bourse, c'était en hausse, là, ça n'avait pas de sens. Des choses que je ne comprenais pas encore. J'étais curieux, je me disais, je vais faire un certificat en économique, comprendre ça. Et puis ça a un peu été le coup de foudre. Premier cours... Je m'appellerai toujours, j'avais un cours avec David Dupuis, qu'on entend souvent ici à Radio-Canada, là. Et puis un macroéconomiste, très bon prof, super structuré, super passionnant.
Et puis, je suis allé le voir, j'ai demandé, sincèrement, là, dis-moi, David, est-ce qu'un gars de 40 ans qui retourne aux études, là, est-ce que je rêve en couleur ou il y a moyen d'avoir de la job? Il dit oui. Il dit, un gars comme toi, tu sais où tu t'enlignes, fais ton bac en accéléré. Pendant que les autres font leur stage, toi, continue à faire tes études. Fais ton bac en 2 ans, puis ensuite, fais la maîtrise stage. Et puis, il dit, si t'es pris un stage, puis tu fais la job, puis t'es bon, ben ils vont te garder, il y a de la demande. Fait que ça a commencé comme ça. Mais ensuite, finalement, c'est la recherche que j'ai fait en maîtrise. Ça allait bien, j'avais d'excellentes notes, puis à un moment donné, je cherchais du travail, fait que j'approchais les profs, leur demandais s'il y avait de la job. Puis j'ai rencontré, j'avais eu un prof, Martino Pelli, qui est maintenant mon superviseur pour mon mémoire de recherche, puis il m'a dit « Ah, j'ai quelque chose qui vient de... je viens d'avoir un message du groupe de partenariat d'affaires, un sujet de recherche intéressant avec la Maison Jeunesse ici à Sherbrooke. Ils veulent évaluer l'impact économique d'un programme de lutte au décrochage scolaire. Et puis, on aurait peut-être du financement et puis ça te permettrait de finir tes études plus rapidement, en 1 an environ plutôt que 2. Fait que là, moi, je suis parfait. J'ai embarqué. Puis, c'est comme ça, au fond, que je me suis retrouvé en recherche, finalement. Parce qu'au départ, je ne voulais pas aller en recherche. Je voulais juste aller sur le marché du travail. Bien, félicitations pour ton retour aux études. Merci. Puis, Sarah? Oui, en fait, moi, comme j'ai dit, là, j'ai commencé en ergothérapie initialement parce que je voulais rentrer en médecine. Puis, j'ai pas réussi, classique cas d'étudiant qui sort du cégep. Mais rapidement, là, j'ai réalisé que ce que j'aimais, ce que je pensais aimer de la médecine se retrouvait beaucoup plus en ergothérapie. Fait que tout le côté social, l'approche avec les patients, avoir plus de temps avec les patients, puis les accompagner vraiment dans le concret de leur quotidien. Parce que la majorité des gens qui rentrent en ergothérapie, en tout cas, de mon expérience, personne ne sait vraiment c'est quoi, même quand tu rentres pour travailler là. Fait que avec le temps, là, j'ai vu que j'aimais beaucoup tout ce qui était en lien avec le vieillissement et les personnes âgées. Puis là, anecdote de vie, là, j'ai reçu un article de Paris Match pendant mon parcours en ergo qui parlait d'un village aux Pays-Bas qui était pour les gens qui avaient des troubles cognitifs, donc pour l'Alzheimer. Puis je partais de toute façon en voyage en Europe cet été-là, fait que finalement, je me suis arrangée pour faire un détour avec les gens avec qui je voyageais pour aller visiter le village. Puis quand je suis revenue ici, là, j'étais ultra inspirée par leur approche, puis ce qu'ils avaient fait là-bas pour les gens qui avaient des troubles cognitifs. Puis je me rappelle pas trop comment, mais j'ai parlé à la radio de mon expérience de visite. Puis il y a une prof en ergothérapie qui a entendu mon entrevue, puis qui m'a demandé d'aller faire une conférence à l'université. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à rencontrer des profs, puis professeure Véronique Provencher, qui est maintenant aussi ma directrice de doctorat, elle est venue me voir, puis là, on a commencé à parler de recherche quand même tôt dans mon parcours, puis elle présentait presque comme une carte blanche, de me dire, ça l'intéressait, ce type d'approche-là. Puis, elle m'a dit, si ça te tente de continuer à la maîtrise, on va s'arranger pour que tu travailles sur quelque chose qui t'intéresse. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée en recherche. C'était vraiment comme pour un intérêt très spécifique, pour une question très spécifique et très personnelle aussi. Puis après ça, j'ai enfilé après mon bac maîtrise en ergo à la maîtrise en géronto avec Véronique Provencher et Chantal Viscogliosi, qui sont 2 professeurs ergothérapeutes. Puis suite à ma maîtrise, là, j'ai vraiment adoré mon expérience, puis j'ai pu travailler avec plusieurs milieux de vie pour les gens qui avaient des troubles cognitifs, encore une fois. Puis il y en est ressorti d'autres questions qui ont fait en sorte que j'ai continué au doctorat. Ah, ben super. Ça t'a permis vraiment d'explorer ton domaine. Oui, vraiment. Parfait. Puis, oui, puis en même temps, je voulais te dire que moi, comme à peu près 1 mois, j'ai été marcher sur la King Est. Oui. Puis j'ai vu tes œuvres, puis vraiment, là, c'est magnifique en passant. Là. Puis je voulais savoir si, tu sais, l'art en tant que tel, est-ce que ça a comme un impact sur, tu sais, est-ce que ça a un impact qui se transfère sur les autres sphères de ta vie? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te suit depuis longtemps? J'ai commencé à faire de la peinture au cours à option secondaire, là, fait que j'étais pas vraiment plus investie que quelqu'un d'autre, là. Puis en fait, ma professeure au secondaire, moi j'ai été au collégial du séminaire de Sherbrooke, puis ma prof d'art au secondaire, elle m'a comme suivie. Puis c'est vraiment là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à explorer, parce que là, vu que j'avais fait tous les projets qu'elle avait proposés au secondaire, elle m'avait laissé beaucoup plus de flexibilité dans ce que je voulais faire
dans le cours complémentaire, dans le fond, qu'elle avait offert au cégep. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler sur mes propres trucs. Fait que j'ai fait mes premières expositions à Sherbrooke en 2018. Puis là, plus ça va, plus j'en fais. J'adore ça. Puis je pense qu'il y a des thématiques que moi, je retrouve dans les deux, de façon quand même abstraite, là. Je travaille beaucoup sur les thématiques des générations, les relations avec justement les générations passées dans un contexte de diversité culturelle aussi beaucoup. Puis je trouve que ça se rapproche quand même de la gérontologie d'une certaine façon, tu sais, le lien avec le vieillissement, avec le temps, puis aussi de manière très, très abstraite, l'influence que les lieux qu'on habite ont sur nous, puis sur comment on évolue, nous, puis tout l'aspect transcendant aussi du vieillissement, que comme on est plus que notre propre génération, puis qu'on porte tous les trucs on porte toutes les influences, les choix des gens qui étaient là avant nous. Fait que c'est comme ça que je rejoins les deux. Bien, parfait, merci. C'est plaisir. Puis, est-ce que vous pouvez me décrire un peu vos projets de recherche? Oui, bien nous, ça, là, on essaie d'évaluer l'impact économique d'un programme de lutte au décrochage scolaire. Il s'appelle Accès 5. C'est un programme qui existe depuis 2012 ici à Sherbrooke, à la maison Jeunesse, dans l'est de Sherbrooke. Et puis, c'est un programme Accès 5 parce qu'il y a 5 volets. Il y a un volet activité parascolaire, soutien individuel, soutien financier. Il y en a 2 autres. Puis, c'est un programme qui a fait ses preuves. Ça a aidé, ils ont suivi depuis 10 ans environ 500 jeunes. Okay. Puis eux, ils voient les résultats, mais c'est plus qualitatif. Puis là, ils voulaient une étude qui montre l'impact, mais de façon plus quantitative. D'abord, l'effet du programme sur le rendement académique, c'est-à-dire dans les matières de base, anglais, français, mathématiques. Puis sur le taux de décrochage scolaire, parce que c'est un programme de lutte au décrochage scolaire. Mm-hmm. Et puis ensuite, ils voulaient qu'on estime l'impact financier, c'est-à-dire le fait que ce programme-là existe, qu'est-ce que ça apporte de plus, qu'est-ce que ça crée comme richesse, ou que, tu sais, comme on sait tout le monde que le décrochage scolaire, ben, c'est un fléau, puis c'est que les gens qui n'ont pas de diplôme ont moins de chances d'avoir un job, ont des emplois moins payants. Enfin, là, je parle juste de l'aspect économique, disons, sans parler de l'aspect psychosocial. Et puis, eux, évidemment, ils sont toujours à la recherche de financement, donc ça les aide beaucoup d'avoir des chiffres comme ça, d'avoir, OK, nous, notre programme, ça rapporte tant, ou ça crée tant de richesses. Donc, eux, quand ils approchent les organismes subventionnaires, ben ça va les aider beaucoup à faire ça. Donc, en gros, c'est ça, nous, qu'on fait. Donc, c'est une approche économétrique, donc c'est très chiffres, base de données, et puis outils statistiques. Puis, excuse-moi. Non, c'est bon. Est-ce que tu trouves qu'avec ton passé d'enseignant, justement, et là que tu t'attaques un peu à un problème quand même qui est dans la sphère de l'éducation, est-ce que tu trouves que ça vient un peu rejoindre ces 2 aspects-là? Est-ce que tu trouves que tu as une sensibilité différente, justement, parce que tu as connu, oui, c'était pas des gens du secondaire, c'était des gens du cégep, mais c'était quand même tout près la même génération. Là. Est-ce que ça t'offre une autre lorgnette, justement? Oui, certainement. C'est pas moi qui avait choisi ce projet-là, mais je trouve que des fois, la vie fait bien les choses. Oui. Puis oui, tu sais, quand je regarde le programme, quand je parle avec Steve, le coordonnateur à la maison Jeunesse, moi, j'enseignais à des jeunes d'un peu plus âgés au cégep, ils ont quoi, entre 16 et 19 ans plutôt. Ouais, mais quand même, oui, tout à fait. Ouais. Puis oui, ça, je peux. C'est comme. J'ai un autre angle, là, tu sais. Là, je suis comme derrière, je regarde comment un programme fonctionne, mais oui, tout à fait, il y a un lien, puis ça rejoint tout à fait. Là, ouais. Puis, est-ce que ta vision du domaine des finances a changé depuis ton projet? Bien, de l'économique, oui, tout à fait, parce que, en effet, tu sais, souvent, on associe l'économie à la finance, tu sais, puis au cash ou à la bourse. Et puis, moi, avant de faire ça, jamais j'aurais pensé qu'un économiste pouvait évaluer l'impact d'un programme sur le rendement scolaire, tu sais. Mais c'est ça que j'aime de ce projet-là, puis de la recherche, puis de l'opportunité que j'ai eue de cette occasion-là, c'est que ça me permet de voir comment, concrètement, ce qu'on apprend dans les cours, tu sais, des fois, c'est très abstrait, surtout là, en économétrie. Puis, mais là, c'est concrètement ce qu'on peut dire. OK, bon, regardez, là, votre programme, ben, après 4 ans, on remarque une différence. Parce qu'on compare, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on compare ceux qui ont participé, le groupe expérimental, à ceux qui auraient pu participer, mais qui n'ont pas participé. Donc, on essaie de voir un effet causal
c'est pas juste une corrélation, on n'essaie pas juste de voir s'ils sont meilleurs, on essaie de voir si le programme fait une différence. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il en fait une. Selon les matières, ça va de 3 à 5 % de différence, selon le temps aussi auquel les gens participent au programme, parce que des fois, ils peuvent débarquer pour différentes raisons. Mais donc oui, ça a changé ma vision, évidemment, de l'économique. Puis je dirais que c'est encore, tu sais, comme je disais, je ne sais pas encore tout à fait ce que ça fait un économiste, au sens où j'en découvre à tous les jours. Tu sais, il y a des applications tellement différentes que... Et puis maintenant, justement, je vois plus ça comme juste un truc financier ou lié à l'argent. Tu sais, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça touche l'éducation, les ressources, le travail, les ressources naturelles, la pollution, l'environnement. Il y a toutes sortes de domaines dans lesquels on peut appliquer les connaissances en économétrie puis en économique en général. Totalement. Parfait. Puis Sarah, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton projet? Oui, en fait, moi, là, je suis au tout début de mon projet de doctorat, fait que probablement que ça va changer prochainement. Là, mais en fait, si je parle de mon projet de maîtrise, c'était le village que j'ai été visiter aux Pays-Bas. C'est vraiment le cœur du projet. Puis ça fait partie des approches de micro-milieux, dans le fond, qui sont des approches pour les gens qui ont des troubles cognitifs, où est-ce qu'on va adapter le milieu de vie à une échelle vraiment plus humaine, plus petite, puis que l'approche de soins, la formation des intervenants va beaucoup changer par rapport à ce qu'on connaît des milieux plus institutionnels, comme les CHSLD qu'on voit le plus souvent au Québec. Fait que moi, ce que j'ai fait à la maîtrise, c'est que j'ai été voir des gens qui ont ouvert des micro-milieux plus innovants partout dans le monde. Puis on a fait des entrevues pour voir comment s'est passé le processus d'implantation de ces milieux-là, parce que souvent, c'est des gens qui étaient issus de milieux plus traditionnels, comme les CHSLD, puis qui ont décidé d'implanter des changements au sein de leur milieu, ou d'ouvrir totalement des nouveaux milieux. Puis, en ressortant de ça, moi, j'ai pris les modèles qui étaient ressortis de mes entrevues, puis j'ai été voir 2 résidences à Sherbrooke pour valider un peu qu'est-ce qu'ils en pensaient. C'est pour des gens du Québec, de l'Estrie même, ces approches-là innovantes, est-ce que c'est acceptable pour eux? Par exemple, c'est des milieux où est-ce que les intervenants, avec les préposés, les infirmières vont participer aux activités de la vie quotidienne. Fait que ça se peut que une intervenante ait besoin de faire le lavage avec une personne aînée qui a des troubles cognitifs parce que ça fait partie d'une approche occupationnelle, fait que où est-ce que les gens ils ont des choses à faire pendant la journée puis que ça peut être valorisant pour eux. Mais c'est pas tout le monde qui trouve ça acceptable parce qu'ici, au Québec, les rôles sont différents. Puis de ça, c'est ressorti qu'il y a vraiment un besoin d'accompagner les intervenants des milieux de soins de longue durée, là. Fait que les résidences, les CHSLD, privés et publics, pour implanter des changements qui sont issus des approches de micro-milieux. Fait que dans le fond, comment mieux accompagner les gens qui sont dans ces milieux-là pour implanter des changements qui sont favorables pour les gens qui vont y vivre. OK. Puis sachant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment en santé, est-ce que tu as eu de la difficulté des fois par rapport à prouver que tes formations étaient vraiment comme pertinentes? Oui, c'est un bon point. Puis, tu sais, souvent, je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi. Là, quand je parle de mon projet, je suis vraiment passionnée, je suis vraiment convaincue que c'est la bonne chose à faire. Puis ce que je remarque, c'est que tout le monde est d'accord que les approches des micro-milieux, où on entend souvent les approches centrées sur la personne, c'est favorable pour les personnes aînées, pour les intervenants. C'est là que les gens veulent vieillir, ils veulent pas aller dans les CHSLD ou dans l'idée de ce que les gens se font des CHSLD actuels, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien. Où est-ce que j'allais avec ça? Ah oui, c'est ça. Fait que les gens voient la pertinence, mais tout le monde me disait comme oui, c'est vrai que c'est bon, mais comment? T'sais? C'est justement, ça s'inscrit dans un contexte qui est vraiment spécifique en ce moment avec le roulement du personnel, le manque de personnel, le fait que les problèmes de santé des gens sont de plus en plus complexes aussi parce qu'ils vivent plus longtemps. Fait que c'est tous des enjeux majeurs. Là. Fait que c'est sûr que ça a un gros impact, mais souvent, c'est des milieux où est-ce qu'on va changer totalement comment les intervenants ils sont séparés. Fait que c'est des petites équipes d'intervenants qui vont être dans chaque petite maison puis qui vont rester avec les mêmes personnes. Fait que même si ça demande plus d'intervenants parfois où les intervenants ils changent, bien, c'est plus d'intervenants qui ont moins de formation qu'on va former spécifiquement pour ces milieux-là. Fait qu'au final, la donne en général fait que c'est quand même favorable pour les équipes, mais de changer de pratique puis changer comment les milieux y attribuent le nombre d'intervenants, par exemple, dans un milieu où est-ce qu'il en manque, ça va être un enjeu majeur, mais qui est
au final, je pense que ça vaut la peine d'aller voir justement si c'est bon pour les milieux québécois. Mhm. Et Sarah, étant donné qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, penses-tu que justement, ce serait pas une façon d'attirer le monde, de la main-d'œuvre, en faisant des endroits où c'est le fun, travailler et vivre aussi, tu l'as bien dit, milieu de vie? Est-ce que c'est pas ça qui manque, qui pourrait manquer? Bien, à chaque fois que j'en parle, les gens me disent je vais t'envoyer mon CV, je vais venir travailler pour toi. Fait que je vois que les gens veulent travailler dans ces milieux-là, mais aussi, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens pour qui être en proximité avec les mêmes personnes, mais ça crée un attachement émotif qui est plus important. Quand il y a des troubles de comportement ou des comportements difficiles plutôt, là, ça peut être aussi plus de charge émotive pour les intervenants. Fait que c'est comme de trouver les bonnes personnes qui ont un bon fit de valeur avec ces milieux-là. Puis le plus souvent, ce que les gestionnaires à l'international là, que j'ai eu en entrevue à la maîtrise, ils me disaient il n'y a pas une file pour travailler dans ces milieux-là, mais les gens qui rentrent, ils restent longtemps. Puis ça, c'est super pertinent pour répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre ici. Là. Mm-hmm. Puis concrètement, c'était quoi les besoins dans vos milieux? Où est-ce que vous avez fait vos projets? Bien, il y avait, pour ma part, un besoin de chiffrer, de quantifier l'effet du programme. Donc, l'intuition des intervenants, des participants, il y avait déjà eu une recherche qui avait été faite aussi ici par la faculté d'éducation ici à Sherbrooke, mais c'était plus des enquêtes et des recherches où on arrivait avec des résultats qualitatifs, suite à des entrevues, puis avec les intervenants, les participants, etc. Tandis que là, vraiment, avec une approche économétrique, on essaie non seulement de chiffrer carrément et de chiffrer l'effet causal, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que le programme apporte en résultat, là, en pourcentage, carrément, en premier lieu, et ensuite en termes de retombées économiques dans la vie des participants, et puis si on agrège ces données-là, dans le programme en tant que tel, qu'est-ce qu'il a généré comme revenus supplémentaires? Et Sarah? En fait, là, moi, j'en ai pas parlé, là, mais je travaille aussi dans le même milieu où est-ce que j'ai fait ma maîtrise. Je suis coordonnatrice de recherche pour Chantal Biscoliosi. Puis, je pense que le début du partenariat avec eux, c'est sorti plus d'un projet sur lequel je travaillais, mais pas dans le cadre de ma maîtrise. Dans le fond, on travaille sur l'implantation des stratégies de réadaptation cognitive dans des résidences pour personnes aînées. Fait que dans le fond, ça, c'est des stratégies d'apprentissage qui sont adaptées pour les gens qui ont des difficultés cognitives. Fait qu'on va s'appuyer sur des fonctions cognitives qui sont encore préservées. On va parler de mémoire procédurale, que ça vous dit quelque chose. Quand la personne a déjà appris quelque chose tout au long de sa vie, comme attacher ses souliers, bien, quand on demande à une personne qui a un trouble cognitif avancé de dire attache tes souliers, elle ne saura pas comment. Mais si on commence à le faire avec elle, elle va le prendre puis elle va le faire toute seule. Okay. Fait que, c'est comme les principes de base en arrière des stratégies cognitives. Puis le besoin du milieu en partie, c'était qui voulait former les intervenants pour appliquer ces stratégies-là puis les aider à avoir une approche plus optimale. Fait que moi, ce que j'arrivais avec mon projet de maîtrise, c'est que je leur présentais des approches innovantes à l'international, puis on complémentait aussi avec la réadaptation cognitive. Pour 10 résidents, on allait chercher un objectif qui faisait partie de l'histoire de vie de la personne. Là. Fait qu'admettons, il y a une dame qui elle a toujours aimé écouter de la musique, puis son groupe préféré, c'était ABBA. Puis avec le temps, là, elle a développé des comportements un peu moins souhaitables, fait que de l'errance, où est-ce que les gens vont marcher beaucoup, beaucoup pendant la journée. Puis ça la rendait très anxieuse, fait qu'on cherchait un moyen de comment jumeler son amour de la musique pour réduire ces comportements difficiles-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme automatisé la procédure de se rendre de la salle à manger à la radio. Puis on voulait qu'elle apprenne à utiliser la radio aussi, mais c'était un peu plus compliqué que prévu, là. Mais en fait, en le pratiquant avec elle, puis en formant les intervenants pour qu'ils le fassent de la bonne façon, puis qu'ils soient vraiment engagés dans les interventions, bien, elle a fini par apprendre, puis sans consigne maintenant, même plusieurs semaines après la fin des interventions, bien, elle se lève après chaque repas, puis elle va dans le salon pour écouter de la musique. Puis, tu sais, quand on met de la musique... C'est connu que c'est des interventions qui sont bénéfiques pour calmer les gens puis pour les ramener à un état d'esprit un peu plus calme et moins agité. Là. Fait que le besoin de ces milieux-là, des résidences, là,
c'était d'avoir plus de formation pour les intervenants pour qu'ils soient plus outillés à aider les gens qui ont des troubles cognitifs, pour qu'ils restent plus longtemps dans les résidences aussi. Mm-hmm. Puis avec ton exemple, on voit que ça a vraiment comme un impact concret là, sur les résidents. Là. Mm-hmm. Parfait. Puis Sarah, comment ton projet a impacté t'a impacté personnellement? La recherche, puis la recherche clinique, parfois, il y a des ergothérapeutes ou des intervenants qui voient pas quelle application concrète ou comment ça peut transformer la pratique dans le day-to-day des gens. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, tu sais, pour avoir des changements dans les milieux de vie ou pour avoir des changements, peu importe dans le domaine, il faut montrer que ce qu'on fait, ça marche. Fait que, tu sais, d'avoir des études d'implantation comme la réadaptation cognitive, ce que j'ai parlé tout à l'heure, bien, ça vient appuyer des démarches qui sont positives puis qui ont des impacts dans le concret. Tu sais, fait que c'est de participer à un mouvement comme ça, de changement de culture, de changement de pratique, puis de savoir justement quand ça marche, là, parce que c'est pas toutes les interventions qui marchent, que ça a un impact au niveau du quotidien des intervenants, puis surtout des personnes qui vivent avec des troubles cognitifs, c'est super nourrissant. Puis sinon, d'un point de vue plus personnel et professionnel, c'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai commencé ma maîtrise, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire après, mais le fait de faire mon projet de maîtrise dans des milieux avec des partenaires, puis de travailler aussi, je pense que c'est ça qui a vraiment changé la donne, c'est que en travaillant pour Chantal au laboratoire d'optimisation cognitive, ce que j'ai retrouvé, c'est que moi, ce que j'aime, c'est d'être en conseil à d'autres personnes qui vont intervenir et non faire les interventions moi-même. Puis ça a comme mis des mots comme un sentiment vécu de pourquoi moi, je voulais pas être ergothérapeute clinicienne, puis pourquoi, tu sais, c'est pas tous les ergos ou pas tous les intervenants qui vont avoir un parcours classique, tu sais, de faire le programme dans lequel tu as étudié, puis après ça, aller travailler dans ce milieu-là. C'est moi, ça répondait à un besoin que j'avais. Puis évidemment, toutes les connaissances que j'ai apprises en travaillant dans des milieux, ça se transfère à tous les autres projets que je fais. Puis parfois, tu parlais des études, puis que, tu sais, parfois, c'est plus, c'est moins dans le concret ou c'est plus théorique. Je trouve qu'aux études graduées, parfois, on est tellement proche de nos projets qu'on oublie qu'est-ce qu'on apprend parce qu'on est tellement comme dans notre tête puis sur des trucs hyper spécifiques que c'est quand on vient dans un autre contexte que là, je vois, tu sais, quand je parle avec d'autres intervenants de d'autres milieux, mais je peux dire, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? De telle puis telle façon, les intervenants, ils vont plus embarquer dans ce qu'on fait. Puis si on fait les choses d'une autre manière, c'est moi, j'ai vu que ça marchait ailleurs, fait qu'on pourrait l'essayer. Fait que c'est là que j'ai réalisé que ce bagage-là, il est transférable à plein d'autres milieux, puis ça devient vraiment un gros atout en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que travailleur. C'est sûr. Parfait. Puis parlez-moi un peu de ce qu'on peut vous souhaiter, de vos aspirations, finalement. Ouais, on peut me souhaiter, tu sais, moi c'est un retour aux études. Je veux pas, là, je compte pas aller au doctorat, je veux aller sur le marché du travail. Donc, on peut me souhaiter d'aller sur le marché du travail rapidement, dans un milieu stimulant, un milieu où c'est ça, où je vais apprendre beaucoup de choses, parce que c'est ça que j'ai remarqué aussi en revenant aux études, c'est ce trait que j'avais, c'était une curiosité, une soif de savoir que j'ai remis en marche. T'sais. Puis, tu sais, dans l'enseignement, quand j'enseignais au cégep, c'était stimulant, mais c'est d'une autre façon, tu sais, c'est relationnel, c'est avec les élèves, puis ça dépend des groupes, puis ça dépend de toi aussi, mais c'est pas le milieu tant que ça qui te demande OK, là, il faut que tu produises ça, il faut que tu trouves une réponse à ça. Et puis moi, je sens que j'ai besoin de ça, tu sais, j'ai besoin d'avoir parfois une sorte de contrainte externe, un milieu stimulant, des projets de groupe. Et puis, si on avait plus concrètement, pour parler concrètement, j'aimerais ça travailler à la Banque du Canada, en fait. J'aimerais ça. OK. Je vais voir les entrevues là, en janvier, puis je vais appliquer, je vais postuler, puis c'est ça. Concrètement, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Parfait. Je te souhaite de trouver un milieu qui va te motiver, puis de continuer à apprendre à travers, dans ton domaine, finalement, de découvrir des nouvelles choses. Sarah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est drôlement dit, là, mais de rester éparpillé, je dirais. Je trouve que le milieu de la recherche, ça donne beaucoup de possibilités de faire beaucoup de choses en même temps. Puis je pense que c'est ça que j'aime le plus. Je donne des tutorats à l'école de réadaptation. Je suis mentor en recherche pour des étudiantes à la maîtrise en ergothérapie.
je travaille sur des projets de recherche qui sont pas les miens, je fais de la peinture, puis je trouve que ça, c'est vraiment nourrissant de pouvoir toucher à plein de choses. Fait que je souhaite de rester dans cet état-là. Ben, je te souhaite de rester diversifié dans tes intérêts. C'est pas éparpillé. Éparpillé. Parfait. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Diade. Je tiens à remercier nos 2 invités, Sarah et Nicolas, et aussi notre co-animateur, Éric, d'avoir participé à cet épisode. Merci d'avoir été là et merci d'avoir été en studio. Bien, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos témoignages aussi. Puis on souhaite à un maximum de personnes étudiantes de vivre des expériences aussi exceptionnelles que les vôtres. À la prochaine Diade!